la croissance d'une entreprise passe par l'humain, donc tu dois avoir des bonnes bases. Puis avant de croître, de toute façon, je ne mentirai pas, dans la position qu'ils sont, moi, si tu me dis qu'ils n'ont pas de documentation et de processus, avant de passer à croître, faites votre ménage à l'interne. Parce que sinon, tu vas juste croître tes problèmes puis ton inefficacité aussi. Donc, ce n'est pas viable à long terme. À force d'avoir des discussions de corridor avec l'équipe, avec Marie-Hélène, sur toutes les opportunités, toutes les choses qu'on voit qui seraient possibles de faire avec les personnes qui nous contactent, on a décidé d'en faire quelque chose d'intelligent. On a donné à Marie-Hélène l'objectif, le défi de nous arriver avec des études de cas qu'on va disséquer en temps réel sans connaître le contenu pour vous montrer à quel point ça peut être plus facile que vous pensez de faire un virage vers le web et aussi d'utiliser l'éducation comme un levier stratégique pour votre business. Aujourd'hui, je vais te parler d'une petite entreprise, une boîte de consultation accompagnement en sécurité informatique. On va dire une petite boîte d'une dizaine de personnes, tous des spécialistes qui vont vraiment aller chez le client. Ils sont habitués d'avoir une clientèle de petites entreprises, donc du 50 à 250 employés, on va dire même moyenne entreprise. Puis, leur service est vraiment axé sur la sécurité des données, sur protection des données et utilisation des systèmes informatiques. À partir de là, la demande est vraiment en croissante parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus utile. Tout le monde utilise les systèmes informatiques. Puis là, ils se rendent compte qu'ils pourraient justifier quasiment de doubler leurs effectifs, mais ils ne sont pas capables parce qu'ils ne sont pas capables de s'allouer du temps pour le recrutement, puis pas non plus pour l'accueil et l'intégration. Ils ont vraiment besoin d'aller chercher des spécialistes. Ils ne peuvent pas embaucher quelqu'un qui va être un junior. Donc là, ils sont arrivés à un point où ils ne sont pas capables de faire le tournant entre la situation dans laquelle ils sont en ce moment, puis être capable de suivre la croissance naturelle, on va dire, de l'entreprise. Donc là, ils cherchent une espèce de solution pour savoir comment répondre à la demande qui est croissante, comment aussi, s'ils décident de recruter, comment faire pour faire un accueil et intégration qui a du bon sens pour ces nouvelles ressources-là, une ou plusieurs. Et c'est ça. C'est sûr qu'à l'interne, tu n'as pas beaucoup de disponibilité. Tout le monde est sur des mandats, tout le monde est très occupé. Puis aussi, le budget va peut-être être un peu plus limité, quoique on sait que c'est un investissement parce qu'on sait qu'on va être capable d'aller chercher rapidement avec la demande, justement, qui est assez importante. Exactement. Ça reste aussi que c'est des gens qui ont une bonne connaissance technologique et pédagogique parce qu'ils font déjà de l'accompagnement. OK. Il y a deux stratégies que je pourrais recommander à cette entreprise-là. En fait, au-delà des stratégies, première affaire, augmentez vos prix. Si vous êtes dans une croissance puis que vous avez une liste d'attente, puis vous avez la capacité puis la situation pour augmenter vos prix. Ce sera votre premier filtre. Maintenant, les stratégies. Dans un cas comme ça, si le vrai entonnoir est la ressource technique, la difficulté de recrutement, tu as deux approches. Soit que tu acceptes que tu dois changer ta philosophie, puis que tu acceptes que tu vas la développer toi-même. Oui. Sinon, cette entreprise-là, de ce que je comprends, est peut-être dans une bonne position pour considérer l'acquisition de compétiteurs. Donc, lorsque tu n'es pas capable d'aller développer ton monde à cause de manque de ressources, quoi que ce soit, puis tu as un besoin à court terme, criant, puis que tu vois que le besoin est en croissance, ce n'est pas une mauvaise idée de considérer faire l'acquisition d'un compétiteur parce que en réalité, tu n'achètes pas vraiment la compagnie, tu achètes son équipe en arrière, qui a l'expertise, donc qui du jour au lendemain, tu peux rentrer. Par contre, ce volet-là ne réglera pas ton problème de formation et développement. Parce que même si tu fais l'acquisition d'une entreprise, les valeurs, la façon de travailler, les procédures ne sont pas les mêmes. Donc, si on va dans la stratégie de faire l'acquisition d'un compétiteur, tu vas devoir mettre des bases sur, OK, je fais l'acquisition technique, mais culturelle, comment est-ce qu'on va le planifier? Comment est-ce que ça marche chez nous? Quelle est notre recette? Donc, en ce sens-là, je pense que c'est inévitable que l'entreprise, peu importe la stratégie qu'elle va prendre, va devoir allouer plus de ressources, plus de temps à mieux documenter les processus. Aussi, je pense que, ça, c'est la stratégie 2, il y a moyen de créer des revenus en formant tes employés. Ce que je veux dire par là, c'est que une approche comme ça, une entreprise, de ce que j'entends, est sur 2 des 3 paliers possibles pour une entreprise de service. C'est-à-dire, tu as les choses qui sont faites de façon autonome, le do it yourself, qui est fait par le client de façon autonome, donc une approche de formation où ce que la personne n'a pas besoin de notre équipe, paye pour un service d'espèce d'auto-formation pour faire son propre diagnostic.
certains cas, ça va aider le problème. Sinon, ça va aussi avoir un levier stratégique pour justement la personne qui veut payer pour ton accompagnement. Elle connaît le lexique, elle a déjà fait une espèce de constat, donc on rentre plus vite dans la business à valeur ajoutée aussi. Tu filtres un peu aussi. Exactement. À voir si c'est une exigence ou non. Dans certains cas, je vais recommander que avant qu'on soit éligible à l'accompagnement, tu dois avoir fait le premier palier qui est fais-le par toi-même. Si ça ne fonctionne pas, ça ne convient pas assez à tes besoins, bien, au moins, on va avoir fait, tu sais, ce ne sera pas perdu. C'est la première étape de l'accompagnement. De toute façon, ça se trouve que tu comprends le lexique puis qu'on fasse l'inventaire de tes problèmes. Donc, ça peut être une barrière ou sinon, on peut permettre de dire, bon, mais un client qui veut rentrer en accompagnement direct, on va le permettre aussi. Mais au moins, en faisant ça, c'est que ce contenu-là, tu le rentabilises en le vendant au client, mais la réalité, c'est que ça va être la base de la formation de tes nouveaux employés techniques. Parce que ce que le client doit faire par lui-même, l'employé doit le savoir. Parce que c'est la première base de ce qu'il va faire en mandat officiel, que ce soit en accompagnement ou en consultation, donc de le faire, l'exécuter pour le client. Donc, ça peut être une bonne façon de justement aller mettre les bases et en même temps, c'est plus risqué un petit peu ou plus ambitieux, ça peut devenir une mesure aussi pour faire du recrutement. Okay. C'est-à-dire, lorsqu'un client vient, fait la façon autonome et tu vois qu'il performe super bien, donc il y a peut-être un intérêt et une aisance par rapport à ça. Donc, ça peut t'identifier des personnes qui seraient peut-être intéressantes à avoir dans son organisation. C'est sûr que dans un cas comme ça, ça peut être délicat parce que tu es un petit peu en train d'aller faire du repérage chez tes clients. À voir, comme je dis, c'est ambitieux, ça ne se prête pas à tous les cas, mais c'est quelque chose que je vois puis qui, lorsque c'est possible, est vraiment un accélérateur pour le recrutement. Donc, tu prends moins de risques. Parce qu'on ne se mentira pas, le danger avec le recrutement, c'est que c'est un… Oui, tu peux faire des entrevues, poser des questions. Il y a toujours une portion de risque sur la personne. Elle peut me dire ce qu'elle veut. Oui. Je peux lui donner quelques tests techniques, mais sur le concret, je ne le sais pas. Si on est capable de faire sa boucle, elle nous paye pour faire sa présélection. Moi, je trouve ça un très bon pari à prendre, mettons. Là, j'amène une autre solution. Supposons qu'on dit, je vais chercher une ressource externe pour faire mon recrutement. Donc, j'externalise la portion embauche parce que j'ai pas le temps. Puis, je me dis, à la place d'aller chercher tout de suite un expert, je pourrais aller chercher, comme je disais, un junior. Mais ce junior-là, je me le fais accompagner mon équipe sur les différents mandats. Puis, je le fais faire toute l'espèce de procédure qu'on n'a pas encore faite à l'interne parce que personne n'a le temps de documenter. Fait que là, tu vas chercher quelqu'un qui n'a peut-être pas encore toute l'expérience, mais qui est motivé, puis qui a le potentiel, on est d'accord. Puis tu lui fais faire tout ce travail-là de mettre justement les procédures, les processus sur ta façon de travailler. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile d'embaucher parce que là, tu as déjà un bon levier pour ton accueil et intégration qui est faite par quelqu'un qui va gravir des échelons petit peu à petit peu, puis qui va avoir accompagné, il va être formé dans son mandat de créer les procédures à la fois. Donc, ça peut être une bonne façon aussi, je pense, d'aller… Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on va appeler vous avez peut-être été sensibilisé, dans le fond, la notion de développement organisationnel. C'est une stratégie qu'en réalité, on a aidé un de nos clients, d'ailleurs, récemment à mettre en place. Donc, il faut comprendre que la ressource technique que tu vas engager, l'intention est qu'à possiblement long terme, elle devienne une ressource technique pour faire du mandat, mais en réalité, tu dois accepter qu'à court, moyen terme, cette personne-là va devenir un gestionnaire de processus, un process manager. Donc, elle va documenter ce qu'elle apprend en temps réel, ce qui va lui permettre de voir, OK, ça, premièrement, va vous confronter à votre approche d'accueil et intégration. Parce que s'il n'y en a pas, bien, cette personne-là est dans le vide, elle n'est pas dans une position de gagner, donc elle doit documenter son interprétation de ce qu'elle doit apprendre, puis tu vas avoir un senior qui va venir valider les documents, les procédures que la personne va documenter au fur et à mesure. Donc, ça va à long terme nous amener à avoir une base. Si vous avez déjà une base, c'est le fun parce que ça va exposer les faiblesses à l'inverse. Donc, oui, cette personne-là, on va accepter qu'elle croît dans l'entreprise sur le volet technique moins rapidement que les autres, mais le gain à long terme pour l'entreprise est exponentiel parce que ça devient la rampe d'accélération de toutes les prochaines ressources qui vont rentrer. Puis la réalité, c'est que dans une bonne optique de développement organisationnel, ce rôle-là va être transférable. Ce que je veux dire, c'est qu'on va en faire une sorte de continuum d'amélioration. OK. Fait que les prochaines personnes Exactement. vont pouvoir améliorer les processus constamment, mettre à jour. C'est ça. Tu rentres une nouvelle ressource, puis on te le dit, parfait, tu es là pour apprendre, mais en même temps,
Tu es là pour challenger, tu es là pour vraiment comme essayer d'exposer toutes les faiblesses, toutes les choses qui auraient pu manquer dans ton processus. L'erreur, c'est qu'une entreprise, souvent, va faire un processus d'accueil intégration, puis va le rouler pendant 2 ans, 3 ans sans mise à jour. Votre marché change, votre audience se transforme, les produits évoluent, on ne l'adapte pas assez régulièrement. Donc, d'avoir cette espèce de continuum-là, de dire, je prends une ressource, j'accepte que ça ne prendra pas 3 mois, ça va prendre 6 mois avant qu'elle soit optée. Rentable, technique, je vais le dire comme ça en mandat, mais en réalité, elle a mis la base. La deuxième personne rentre, on va descendre ça à 4 mois parce qu'il y a déjà une base, puis en même temps, elle affine l'accueil intégration avec les manquements. La prochaine personne qui rentre, l'employé qui rentre, il comprend que sa vocation, ça va être d'être une personne technique pour faire de la cybersécurité. Par contre, à court terme, puis en même temps, je trouve que ça augmente la rétention d'informations parce que la personne se sent dans une position déjà de pouvoir. Fait que tu développes, le premier 60-90 jours est super clé, tu développes de l'autonomie, tu développes de l'autorité à cette personne-là qui, normalement, aurait pu être très insécure, justement parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. On vient de lui dire, c'est normal que tu ne comprennes pas tout, on est là pour ça, tu es là pour ça aussi, parce que ce que tu ne comprends pas, c'est notre faute. Donc, c'est une espèce de l'incompréhension devient à charge partagée. Fait que, non, il y a définitivement quelque chose à faire là-dedans. Puis comme je le mentionne, ça, même si on y va avec la stratégie d'acquisition, c'est inévitable un peu. Là, la croissance d'une entreprise passe par l'humain, donc tu dois avoir des bonnes bases. Puis avant de croître, de toute façon, je ne mentirais pas, dans la position qu'ils sont, moi, si tu me dis qu'ils n'ont pas de documentation et de processus, avant de passer à croître, faites votre ménage à l'interne. Parce que sinon, tu vas juste croître tes problèmes et ton inefficacité aussi. Donc, c'est pas viable à long terme. C'est ça. Fait que c'est de prendre vraiment la décision qu'on met le pied à terre, à la limite sur le break, juste le temps de faire un petit pivot. Je pense quand même que, en allant chercher, justement, si tout le monde est en mandat, c'est plus difficile d'aller chercher justement une ressource. Il y en a des gens là, qui se spécialisent dans l'accompagnement justement pour on pense aux chasseurs de tête, mais je pense aussi à des gens qui font de l'accueil intégration. Fait qu'au moins mettre les bases. Comme tu dis, après ça, quand tu embauches des ressources techniques, tu les fais embarquer sur ce qui est la création ou la mise en place de vraiment le volet plus technique de ça. C'est une formation en même temps pour eux. Puis, oui, mais comme je le mentionne, à long terme pour ton entreprise. Puis en combinant les 3 approches, l'entreprise, dans la position spécifique que tu m'as détaillée, peut générer des revenus. Parce que, comme je le mentionne, premier élément, augmente tes prix. Ouais. Fait que tu peux, avec la croissance financière que tu vas chercher, tu peux te permettre de libérer des ressources pour arriver even, pour arriver kiff-kiff. Désolé pour mon français, mais c'est à coût nul. Donc, ta perte au niveau de la productivité, tu vas la gagner avec l'augmentation du tarif. Ensuite, tu développes, pendant que cette personne-là travaille à développer le contenu, tu peux lever une offre intermédiaire ou un premier palier. Pour les clients que tu refuses, mais plutôt que leur dire non, j'ai pas de temps, bien, tu peux leur dire j'ai pas de temps là. Si tu veux prendre l'avance, fais cette approche-là de façon autonome. Puis justement, on va pouvoir rentrer plus vite dans ton projet lorsqu'on va avoir de la disponibilité. Donc, tu génères des revenus avec ça. Puis en même temps, avec ces revenus-là, bien, sont repompés dans ton employé parce que c'est aussi ça qu'il va devoir consulter puis apprendre dans son premier volet de formation. Oui. Puis même, tu sais, le produit que tu proposes, qui est comme une formation plus fais-le par toi-même, probablement que ça va répondre à une demande qui n'existait pas encore ou qui existait, mais qu'on n'était pas capable de répondre avec l'accompagnement parce que c'est un service qui est peut-être plus, je veux dire, high-end, là, qui est plus cher. Donc là, peut-être même que tu vas aller avoir un plus vaste marché, donc aller chercher des revenus que tu ne pensais pas aller chercher initialement. Oui, puis ça devient aussi on a peur d'augmenter nos prix en ayant une offre comme ça. Ce qui est le fun, c'est que vous donnez des options à votre client. Donc, en augmentant vos prix, oui, je vous le dis tout de suite, vous allez devoir voir des clients intéressants partir et dire non, vous êtes trop cher pour nous. Par contre, en ayant une option plus d'entrée, bien, vous allez être capable d'en rescaper là-dedans. Puis, on ne se mentira pas. C'est pas rare que les gens veulent juste avoir une solution. Certains vont être prêts à travailler pour plus que d'autres, donc on va les entrer dans notre offre première. Mais les gens qui font de la formation par eux-mêmes, très souvent vont se rendre compte de comme, OK, je peux progresser, mais je peux me rendre juste, il y a une certaine limite où est-ce que je peux aller avec ça. Donc, ça va très souvent leur avoir le déclic de, OK, c'est vraiment un besoin que j'ai, je vais payer finalement le vrai prix parce que j'ai vu le sérieux. J'ai pu goûter à leur expertise, j'ai pu goûter à leur approche. Je suis plus confiant dans mon investissement parce que justement, on m'a permis d'avoir cette option-là à moindre coût qui répondait quand même à mon besoin. Là. Donc, ça devient ce qui, dans le fond, est en réalité une façon de délayer des clients, devient un levier puis un argumentaire de vente pour vos produits à plus haut tarif parce que justement, on sécurise et on gagne un petit peu de la confiance avec vos clients potentiels.
Bon, fait que si je résume ça, première chose, augmente tes prix. Oui. Deuxième chose, ou en parallèle, c'est d'aller chercher des ressources, soit par l'acquisition d'une nouvelle entreprise, soit par aller chercher à l'externe, puis faire des processus pour après ça faciliter la nouvelle embauche, puis garder à jour toutes ces procédures-là. Exact. Une personne qui porte le flambeau, des procédures durant 3 à 6 mois pendant qu'elle se forme, et on en fait. Ça devient sans soi une procédure de à chaque embauche, on transfère le rôle du gestionnaire de processus. Fait que le transfert de connaissances se fait de façon continue. Et le contenu est toujours maintenu à jour durant des années. Super.